je crois qu'il y a déjà peut-être un faux débat qu'il faudrait fuir, qui serait le débat pour ou contre la gratuité. Si on pose la question comme ça, on fait déjà l'impasse sur le fait que beaucoup de choses gratuites existent déjà. Pour moi, la vraie réflexion, c'est faut-il défendre et étendre la sphère de la gratuité? Et non pas être dans une sorte de débat scolastique qui généralement n'amène pas grand-chose. Donc on a intérêt à être concret. Quand on veut faire avancer la question de la gratuité, c'est-à-dire de parler de la gratuité des transports, de parler de la gratuité de l'eau, de parler de la gratuité de l'école, de parler de la gratuité de la santé. Et avec, j'insiste vraiment beaucoup, sur cette notion de déjà là. Il y a déjà beaucoup de choses gratuites dans la société. Et qui sont les résultats, effectivement, de lutte sociale. Deuxième élément qui me semble important, ça a été évoqué, bien sûr, la gratuité, ça sert à redistribuer les richesses. Mais ça sert aussi autant à changer la recette du gâteau. C'est-à-dire qu'on ne va pas rendre gratuit des biens de luxe. On ne va pas rendre gratuit l'usage de yachts. Ce que l'on va rendre gratuit, c'est ce qui correspond aux besoins du plus grand nombre. Autrement dit, la gratuité, c'est pas pensable si en même temps on ne change pas le contenu des biens communs et des services publics sur le plan social, sur le plan écologique, sur le plan politique. Je prendrai un exemple, celui des villes qui ont réinstauré des maisons municipales de la santé. On dit plus dispensaire, mais en fait c'est exactement ce qui existait auparavant. C'est déjà une forme de désobéissance, puisque ça ne relève pas en principe de leurs compétences. Les villes qui ont réinstauré des maisons municipales de la santé, il y a deux façons de le faire. Soit je mets un local à la disposition de médecins libéraux, je ne vais pas plus loin, je dirais c'est déjà pas plus mal, ça garantit une certaine proximité, mais ça ne révolutionne pas les choses. Soit je vais me dire, cette maison municipale de la santé, alors elle va déjà pratiquer la gratuité, puisqu'effectivement, les patients n'auront plus besoin de faire l'avance des frais, mais surtout, je vais changer la conception de la santé. Au minimum, je vais adopter la conception de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Santé physique, santé psychique, mais aussi santé sociale. Et puis, je vais au maximum offrir un pluralisme thérapeutique. Et puis, je vais permettre aux gens, s'ils le souhaitent, de se constituer sous la forme de collectifs de patients par maladie, pour ne pas rester tout seul face à sa maladie. Donc à ce moment-là, on n'est pas seulement dans une forme de gratuité, on est bien effectivement dans une autre conception de la médecine. Alors, pour l'instant en France, c'est relativement peu développé, ça l'est davantage, par exemple, dans les pays d'Amérique du Sud. Si vous allez aujourd'hui dans les pays d'Amérique du Sud, les médecins ont sous la main droite, je dis volontairement sous la main droite, d'ailleurs le Vital, c'est-à-dire ce fameux manuel de ce qu'ils appellent eux les pétromédicaments, et sous la main gauche, le Tramil, qui est le dictionnaire des autres façons de se soigner, reposant sur les médecines populaires, traditionnelles. C'est vrai en Bolivie, c'est vrai à Cuba, c'est vrai à la Guadeloupe, c'est vrai à la Martinique. Puisque d'ailleurs, la maison mère du réseau Tramil est à la Martinique. Et donc là, on voit comment, derrière cette question de la gratuité, c'est finalement une autre conception de la santé. Donc une autre conception de la maladie, une autre conception de la mort, une autre conception de l'humain qui vient immédiatement avec. Quelqu'un a évoqué, ça a été fait plusieurs fois, le coût de la non-gratuité. C'est bien sûr un débat essentiel. Il y a plein de chiffres qui ont été produits sur le plan du coût, notamment écologique, de la non-gratuité des transports en commun.
du coût sanitaire, mais je crois qu'il ne faudrait pas s'enfermer dans le débat purement économique, intégrer aussi le coût social, voire psychique, de la non-gratuité, c'est-à-dire la non-reconnaissance. Le fait que pour pouvoir accéder, par exemple, à mon service funéraire gratuit, eh bien, il faudrait du coup que je sois un indigent. Or, c'est justement ce dont on ne veut pas. C'est dont on ne veut pas, effectivement, cataloguer, disqualifier les gens. Ce que l'on veut, c'est garantir à chacun un certain nombre de droits. La gratuité, ça a cet immense avantage, qui a été évoqué là aussi, de commencer à sortir de la logique des sans-droits. C'est-à-dire que la gratuité, elle se conjugue toujours au pluriel. C'est, on l'a dit, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la culture, le droit à l'eau vitale, le droit au déplacement, et la liste est infinie. C'est aussi, ça devrait être le droit à la politique. Et le droit à l'énergie. La question d'un bouclier énergétique est une question essentielle. Nous, enfin, l'Observatoire international de la gratuité, on a publié un certain nombre d'études sur effectivement aujourd'hui ce qu'on appelle la précarité énergétique. Le fait que, y compris dans nos nations opulentes, on a de plus en plus de gens qui ne peuvent plus se chauffer. Eh bien là aussi, il faudrait mettre en place un bouclier, je ne sais pas si c'est le bon terme, il y a un débat là-dessus, mais un bouclier énergétique, comme on pourrait parler d'un bouclier social, c'est-à-dire garantir un certain nombre de droits. Mais il est évident, enfin ça, c'est mon avis très personnel, mais que ce bouclier énergétique, donc cette quantité minimale d'énergie qu'il faudrait donner à chacun, il faudrait plutôt que ce soit constitué d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que, là encore, il ne s'agit pas de rendre gratuit forcément ce qui existe, c'est l'occasion de changer. Parce que c'est l'occasion de se réapproprier les choses. Je disais gratuité, il n'y a pas de domaine qui doit être exclu. Pensons aux élections, pensons à la politique. Il est évident qu'aujourd'hui, le coût pour pouvoir effectivement défendre ses idées dans la cité, pensez par exemple aux élections régionales, c'est un coût inacceptable. Donc il faudrait aussi penser la gratuité de la participation politique. Comment garantir à tout le monde, à l'ensemble des citoyens organisés, de pouvoir mener effectivement ce combat. Je vais partir d'un autre exemple concret, celui de la Martinique, que j'ai déjà évoqué. Depuis une quinzaine d'années, nous on avait plutôt l'habitude de travailler avec des villes, au maximum des communautés d'agglomération. Et depuis 2 ans, nous travaillons avec une région en tant que telle, la région Martinique. Serge Letchimy, qui est en même temps le patron du Parti du peuple martiniquais. Et la région Martinique a lancé l'an dernier, donc il y a 2 ans, ce qu'ils appellent le plan d'action pour le développement de la Martinique, le PADR. Et la région Martinique se dit depuis 30, 40 ans, on nous parle de développement économique et on n'a connu que le mal développement. Donc il faut faire autre chose. Déjà, grande idée de la région Martinique, c'est de faire de l'économie sociale et solidaire, non pas un secteur marginal, mais le secteur central, le levier principal de la vie économique et sociale. Et deuxième grande idée de la région Martinique, c'est de dire que la chance peut-être de la Martinique, la chance de beaucoup d'autres régions dans le monde et peut-être aussi en France, c'est que subsistent beaucoup de formes de vie pré-capitalistes. Le capitalisme n'a pas tout détruit. Il y a encore des mouvements coopératifs. Il y a encore des mutuelles. Il y a encore de l'entraide entre voisins. Il y a encore de la gratuité dans la société. Il y a en Martinique ce qu'on appelle des jardins créoles, à la fois jardins alimentaires, mais aussi de plantes médicinales. Eh bien, si les gens le souhaitent, ces formes de vie pré-capitalistes peuvent aussi devenir des formes de vie post-capitalistes. Ça peut être une façon de commencer, là aussi, à passer vers une société qui reposerait sur un autre fonctionnement, sur d'autres logiques que la loi du profit. En Martinique, c'est posé la question de la voiture. Pour une raison toute simple,
vous ne pouvez pas, pour des raisons historiques, culturelles, dire aux Martiniquais qu'il va falloir renoncer à leur voiture. Et donc les organisations ont avancé le discours suivant en disant gratuité des transports en commun pour la vie de tous les jours, pour aller bosser. Et en revanche, on maintient effectivement la voiture pour les loisirs. Alors vous allez me dire, c'est pas très pur comme position. C'est Kant qui disait, vous avez les mains pures, mais vous n'avez plus de mains. Faisons attention de ne pas, effectivement, nous démunir de moyens d'action. Un des grands arguments opposés à la gratuité des transports en commun, c'est déjà bien sûr la question du rapport modal voiture-transport en commun. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. On sait que les expériences le prouvent que oui, effectivement, si on développe la gratuité des transports en commun, il y a moins de bagnoles. Mais il y a un autre discours qu'on entend souvent, il y aurait une sorte d'effet pervers à développer la gratuité des transports en commun, ça serait qu'il y aurait moins de vélos, ensuite utilisés. Alors déjà, je crois que là, il faut partir d'un constat très simple. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, ce sont dans les quartiers populaires, ce sont dans les milieux populaires que l'on fait le moins de vélos. Les milieux populaires, ils marchent à pied. Les milieux populaires, ils prennent les transports en commun. Les milieux populaires, ils ont de vieilles voitures polluantes. Les milieux populaires, ils ont des habitats mal isolés. Les milieux populaires, ils aiment les grands écrans téléplasma. Mais les milieux populaires, ils ont un bilan écolo. Ils ont une empreinte carbone. Ils ont un jour de dépassement des capacités de régénération de la planète bien meilleur que les riches et bien meilleur que les écolos. Et là, tous les chiffres le prouvent, et quand je parle des chiffres, là on ne s'est pas cassé la tête, on a pris ceux du ministère de l'écologie et de la terre. C'est-à-dire que les milieux populaires en France, ils ne sont pas parfaits sur le plan écologique, mais l'écart entre l'émission des milieux populaires et l'émission des bons milieux sociaux est de 1 à 6. Si tout le monde vivait à la façon des milieux populaires, on aurait déjà parcouru une bonne partie du chemin. Et je dirais que la gratuité, c'est aussi un pari, non seulement sur l'intelligence collective, mais un pari sur l'existence d'autres modes de vie et d'autres styles de vie. Si les milieux populaires en France, comme partout dans le monde, sont plus écolos que les autres, c'est pas parce qu'ils ont d'argent. Ça, c'est le point de vue des riches. C'est parce qu'ils sont populaires, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres façons de vivre. Or, nous acceptons trop facilement la définition que les riches se font des gens ordinaires, des gens simples, de nous tous. Quand je parle de milieu populaire, je me mets dedans, je nous mets dedans. Nous acceptons trop de définir les gens ordinaires toujours en termes négatifs, en termes de manque. En économie, le manque de pouvoir d'achat. En culture, le manque d'éducation. En politique, le manque de participation. Tout ça est en partie vrai. Mais ça masque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que les milieux populaires ont une autre richesse. Et que la première richesse des milieux populaires, de nous tous, c'est pas notre compte en banque. Notre première richesse, c'est les biens communs. C'est les services publics. C'est ce que l'on construit ensemble. Si on raisonne à l'échelle mondiale, pensez bien qu'à l'échelle mondiale, si vous avez un patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble de vos biens, votre maison, votre électroménager, votre voiture, vos vêtements, votre argent, si vous avez un patrimoine de 5 000 €, pas grand-chose, hein, nous appartenons déjà aux 50% les plus riches de la planète. Si nous avons un patrimoine de 34 000 €, même pas le prix d'un petit studio, hein. Si nous avons un patrimoine de 34 000 €, nous appartenons aux 10% les plus riches de la planète. Et si nous avons un patrimoine de 344 000 €, le prix, joli pavillon, je ne suppose pas, mais pas plus, nous appartenons aux 1% les plus riches de la planète. Quand je donne ces chiffres, c'est sûrement pas pour culpabiliser quiconque. C'est pour montrer que la solution
Elle ne peut pas être dans l'imitation de nos modes de vie. La richesse des milieux populaires, c'est ce qu'ils construisent ensemble. C'est les biens communs, c'est les services publics. Et c'est pourquoi, si on raisonne à l'échelle mondiale, le grand combat, c'est vraiment d'étendre cette sphère de la gratuité. Rappelez-vous, il y a quelques années, Jacques Séguéla avait dit si à 50 ans, on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie. Moi, j'ai 56 ans, j'ai toujours pas de montre de luxe, mais c'est pas avant tout parce que j'en ai pas les moyens, c'est parce que j'en ai pas le désir. Sauf que les puissants n'arrivent même pas à imaginer qu'on puisse avoir d'autres désirs qu'eux. Le combat sur la gratuité, c'est ça aussi. C'est miser sur les désirs des milieux populaires. Et je répète, quand je dis les milieux populaires, c'est les 99% face aux 1%. C'est nous tous, c'est les gens ordinaires. Eh bien, les milieux populaires, ils entretiennent d'autres rapports au travail, d'autres rapports à la consommation, d'autres rapports à l'espace, d'autres rapports au temps, d'autres rapports à la nature, d'autres rapports à la santé, au vieillissement, à la maladie, donc à la mort. Le grand problème aujourd'hui, pour la gauche et l'écologie à l'échelle mondiale, c'est que nous n'avons pas mené la lutte des classes au XXe siècle en matière de définition de la vie bonne, de ce qu'est la vie bonne. Et ça a été mené à certains moments. Au moment du grand débat, par exemple, au Conseil national de la résistance, instauration de la sécurité sociale. Mais après, nous l'avons oublié, nous l'avons perdu, ce combat. Eh bien, la gratuité renoue avec nous la conception d'une société bonne, d'une vie bonne. Je prendrai simplement un exemple. Parce que pour moi, si effectivement les milieux populaires étaient, c'est ce qu'on entend généralement, si les milieux populaires étaient simplement dans l'imitation des enrichis, on n'y arriverait pas. Hein. Ça, c'est la grande thèse dominante. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Que les pauvres voudraient imiter les riches, et que les pays du Sud, leur équivalent, ce serait de copier les pays du Nord. Eh bien, tout montre que c'est faux. Que ça, c'est effectivement le point de vue des puissants. Je prendrai un seul exemple, le rapport au travail. On sait que, par exemple, et là, tous les travaux des sociologues du travail, des psychologues du travail, des économistes le montrent. On sait que ce qui est premier pour les gens ordinaires, dans la relation au travail, c'est pas le fric. Bien sûr, on a besoin d'un salaire pour vivre. Mais c'est pas ça ce qui est premier quand on va travailler. Ce qui est premier, c'est d'abord le rapport aux autres, aux collègues de travail. Ce qui est premier aussi, c'est le rapport à ce que l'on fait, à l'utilité du travail. Et c'est simplement pour une infime minorité, le 1% ou un peu plus, les patrons, les cadres dirigeants, qu'effectivement le fric est la valeur fondamentale. On parle souvent aussi dans le rapport au travail de l'amour du travail bien fait. Mais sauf que quand on pense amour du travail bien fait, on pense constructeur de cathédrale. Donc on pense à avant. Mais l'amour du travail bien fait, c'est ce qui explique aujourd'hui la souffrance au travail. C'est bien parce qu'aujourd'hui, les postiers, les enseignants, les ouvriers, les employés n'ont pas le sentiment de pouvoir travailler comme ils pensent qu'il faudrait le faire, qu'ils souffrent autant. Eh bien, cet amour du travail bien fait, ça c'est une bonne nouvelle du point de vue de l'écologie. Parce qu'effectivement, il va falloir apprendre à vivre beaucoup mieux, en polluant beaucoup moins. Il va falloir notamment remettre en cause ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Le fait de mettre toute notre intelligence pour fabriquer des produits le plus fragiles possible. Or, là encore, toutes les études le montrent. Les milieux populaires, le genre d'hier, une chose qu'ils ne comprennent pas, mais je dirais que sur le plan d'une morale spontanée, c'est ces stratégies d'obsolescence programmée. Ils ne comprennent pas qu'on puisse investir notre intelligence à saloper des produits. Eh bien, là encore, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les milieux populaires, les gens ordinaires, nous tous, nous sommes davantage dans les valeurs et dans les pratiques qui vont être nécessaires pour changer la société. Parce qu'il est évident
que si on pensait simplement rendre gratuit cette société capitaliste productiviste, on irait dans le mur. C'est bien parce qu'on a foi, c'est bien parce qu'on a la conviction qu'il y a d'un côté le modèle unique qu'on nous impose, celui de l'hyperconsommation, celui du gaspillage, mais qu'à côté de cela, il y a des réserves extraordinaires d'intelligence collective, de créativité, que l'on peut miser sur la gratuité. Je terminerai en rappelant deux chiffres que ne cesse de rappeler d'ailleurs l'ONU. Je dis tout à l'heure que la planète est déjà bien assez riche pour permettre à 8 milliards de vivre bien. Mais ça, faut le prouver, comme on dit. Eh bien, l'ONU ne cesse d'avancer deux chiffres. Premier chiffre, il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour régler le problème de la faim dans le monde. 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans et plus personne ne crève de faim. Et l'ONU ajoute que si on mobilisait 80 milliards de dollars par an, toujours pendant 25 ans, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Alors rassurez-vous, inquiétez-vous, mais ces 30 ou ces 80 milliards, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement, 1600 milliards de dollars par an. Le marché publicitaire mondial, 850 milliards de dollars par an. Ce que les spécialistes appellent le produit international criminel, l'argent sale. 1000 milliards de dollars par an. 10 à 15% du PIB mondial. À comparer au même pas 1% qu'on concerne pour ce qu'on appelle l'aide au développement. Les gaspillages alimentaires nord-américains, États-Unis, Canada. Les gaspillages alimentaires nord-américains, 100 milliards de dollars par an. 3 fois ce qui serait nécessaire pour régler le problème de la faim dans le monde. On le voit, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de choix. Qu'est-ce qu'on produit, comment et pour qui? Et je suis convaincu que si effectivement nous arrivons mondialement à construire des convergences autour de la défense des biens communs, autour de l'extension des biens communs, si nous apprenons à donner à chacun de quoi vivre, eh bien à ce moment-là, nous avons effectivement la capacité à réenchanter le monde. Moi, je ne crois plus au lendemain qui chante, parce que je veux chanter au présent. Et si je veux chanter au présent, c'est bien effectivement parce que la planète est déjà bien assez riche. Et je répète ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas nous, gosses de riches, par rapport aux pays du Sud, qui le disons le mieux. Moi, je suis très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui nous viennent aujourd'hui des pays pauvres pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. En Amérique du Sud, on parle du buen vivir, du bien vivre. Dans la philosophie négro-africaine de l'existence, on parle du plus vivre. En Inde, on parle de vie pleine. Vie pleine, plus vivre, bien vivre, c'est autant de façons de dire que la solution, elle n'est pas du côté du toujours plus capitaliste. La solution, elle est dans un autre rapport à établir entre nous, dans d'autres rapports à établir à la nature. Et je terminerai de façon provocante, mais c'est une provocation à penser. Il y a une forme de gratuité qui me tient particulièrement à cœur, c'est aussi une gratuité construite, c'est en matière d'accueil des migrants. Et je crois que de la même façon que nous ne devons pas accepter de baisser la garde en matière des droits sociaux, nous ne devons pas accepter non plus de baisser la garde en matière d'amitié entre les peuples. Et il y a une initiative qui a été prise à la fois par Emmaüs International, par la Fondation Daniel Mitterrand et par le mouvement Utopia, soutenu par les indignés, en faveur de la constitution de l'Organisation pour la citoyenneté universelle, d'un passeport universel, permettant de garantir le droit au déplacement de l'ensemble des humains. Un certain nombre de pays d'Amérique du Sud nous ont répondu immédiatement banco.
C'est-à-dire que nous sommes prêts effectivement à aller dans cette direction. Bien, je crois que c'est aussi une façon, peut-être pas la plus simple, mais de poser cette question de la gratuité. Si l'on veut la gratuité, autrement dit, c'est pas simplement pour nous cause de riches. Si l'on veut la gratuité, c'est aussi parce qu'on s'inscrit dans une réflexion planétaire. Et ce n'est bien que parce que nous aurons cette capacité à mieux répartir les richesses, comme c'était évoqué, à changer le gâteau, qu'on permettra aussi au plus grand nombre de vivre au pays